Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas encore sur cette maladie négligée qu'est le noma. En effet, malgré le fait que le noma soit présent depuis toujours, il avait été décrit en premier par Hippocrate en Antiquité, puis décrit très souvent tout au cours des siècles, jusqu'au siècle dernier où il y a eu des cas de noma encore en Occident, en Europe ou en Amérique du Nord. Eh bien, malgré cela, il y a encore plein de questions, beaucoup de questions ouvertes pour cette maladie. Ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que le noma est une gangrène qui débute au niveau de la région buccale, mais qui très rapidement, en l'espace de quelques jours, s'étend aux tissus avoisinants du visage. On sait aussi que le noma frappe de manière prioritaire les enfants en bas âge, entre 2 et 6 ans, surtout aux alentours de 3 ans, et qui présentent déjà un mauvais état général en raison de maladies concomitantes ou d'une malnutrition importante. Le noma ne détruit pas seulement la peau du visage, mais également les tissus sous-jacents, c'est-à-dire les muscles et les os du visage. Comme vous le voyez sur ces images, le noma laisse des séquelles esthétiques qui sont extrêmement importantes, mais il laisse aussi des séquelles fonctionnelles. En effet, en fonction des régions du visage qui sont détruites, l'enfant pourra présenter des difficultés pour parler, pour manger, pour avaler, pour respirer et parfois même des difficultés de vision. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que le noma a également des conséquences sociales et psychologiques, puisque les enfants qui sont touchés par cette maladie sont stigmatisés, ils sont parfois rejetés par leur société et parfois même par leur propre famille. On les empêche d'aller à l'école parce qu'on a peur de la contagion, alors que la maladie n'est absolument pas contagieuse. Et on a peur d'eux parce que très souvent, dans les régions où ils vivent, la maladie est considérée une maladie causée par des esprits, par un mauvais sort, et on considère que ces enfants portent malheur. Certains d'entre eux vivent perpétuellement cachés, comme la jeune fille que vous avez vue sur les images précédentes. Ce que l'on ne sait pas par contre, c'est pourquoi cette lésion reste limitée à certaines régions précises du visage, comme vous le voyez sur ces différents 4 types de lésions de noma. En général, le noma ne dépasse pas le rebord mandibulaire inférieur et ne dépasse pas les cadres orbitaires. Il n'y a rien dans l'anatomie faciale ou dans la vascularisation faciale qui puisse expliquer cette délimitation précise. Autre chose que nous ne savons pas, c'est pourquoi certains enfants, comme Mary sur votre gauche, développent des lésions extrêmement importantes, très destructrices, malgré le fait qu'elle ait pu bénéficier d'un traitement adéquat dès le début. D'autres enfants, comme la jeune fille sur la droite, par contre, ont des lésions toutes petites qui pourront être corrigées facilement avec la chirurgie, et ceci malgré le fait que, contrairement à Mary, elle n'avait pas consulté. Probablement, la réponse est dans le système immunitaire de ces enfants, mais là aussi, on n'a pas d'explication précise. Je vous ai dit que le noma évolue très très rapidement et j'aime bien vous montrer ici les paroles d'une grand-mère au Niger qui démontrent vraiment cette évolution fulgurante. Elle a dit: «Ma petite fille est allée se coucher le soir, elle n'allait pas bien. Et le lendemain matin, quand j'ai été la voir, elle n'avait plus de visage.» Le noma ne commence pas d'emblée avec cette perte de substance, il évolue à travers différents stades, 5 stades pour la précision. Le premier stade est celui de la gingivite nécrosante. On ne sait pas la durée de ce premier stade puisqu'il est rarissime que les enfants consultent déjà lorsqu'ils n'ont que la gingivite. Suite à cette gingivite se développe le deuxième stade qui est celui de l'œdème facial. C'est un gonflement du visage plus ou moins important. Ce stade 2 ne dure que quelques jours, en général moins d'une semaine. Et c'est le dernier stade auquel on peut encore faire quelque chose pour sauver la vie de l'enfant et son visage. Après le stade 2, la lésion devient irréversible avec le stade 3, caractérisé par une nécrose du visage, le stade 4, qui est un début de cicatrisation après la perte des tissus morts, et finalement le stade 5, celui des séquelles. Il est très important de faire la différence, la séparation entre les 2 premiers stades qui sont complètement réversibles avec un traitement simple d'hydratation, antibiotiques et nutrition, et les 3 derniers stades qui sont complètement irréversibles. La plupart des décès survient entre le stade 2 et le stade 3. Donc, ce stade 2 est vraiment crucial pour la prise en charge du noma. Mais malheureusement, c'est une minorité d'enfants qui consultent durant ces 2 premiers stades. Et ceci pour différentes raisons.
Tout d'abord, une ignorance de la part des populations vis-à-vis de cette maladie. Il y a ensuite une banalisation des premiers signes du noma, qui sont la gingivite et une petite fièvre, et donc les parents ne consulteront pas forcément pour cela. Ensuite, quand la lésion devient plus évidente, eh bien, on a peur de la stigmatisation et on préfère ne pas voir la maladie. On préfère parfois cacher l'enfant plutôt que de chercher de l'aide médicale. Il y a ensuite, bien sûr, des raisons qui sont inhérentes à l'évolution elle-même de la maladie, qui, comme je l'ai dit, est fulgurante, et que même si les parents décident de consulter au moment de l'œdème, le temps qu'ils arrivent à un lieu de consultation médicale, le stade aura évolué probablement en lésion irréversible. Il y a en effet, dans les régions où vivent ces enfants, des difficultés d'accès aux soins qui sont de différents types. Ça peut être d'ordre géographique, d'ordre financier, d'ordre culturel, ou simplement un manque d'offres de soins. Et même lorsque ces enfants consultent, eh bien, ils doivent faire face à la méconnaissance de cette maladie de la part des soignants de premier recours. Et ceci, que ce soit des soignants de médecine moderne ou des soignants de médecine traditionnelle. Tous ces facteurs réunis vont faire que le noma sera diagnostiqué trop tardivement. Et cela va nous mener justement à une mortalité très élevée et à des séquelles irréversibles. Parler de l'évolution fulgurante du noma m'amène à vous parler brièvement de la cause de la maladie, des hypothèses. En effet, ces nécroses extrêmement rapides sont habituellement d'origine bactérienne. Ce qui fait que déjà au siècle dernier, on a tenté de mettre en évidence les bactéries qui pouvaient expliquer la survenue du noma. Au début des années 2000, il y a eu quelques tentatives d'isolement de certaines bactéries afin d'identifier un potentiel pathogène. Par contre, des études plus tardives et qui utilisaient des méthodes de séquençage génétique de ces bactéries afin de bien les identifier, eh bien, ces études n'ont pas pu mettre en évidence un pathogène unique du noma. Ce qu'elles ont montré, c'est que il y a plutôt un certain déséquilibre dans la flore bactérienne de ces enfants, déséquilibre qui, lorsqu'il survient en même temps que certains facteurs de risque, va faciliter l'évolution du stade de gingivite au stade de l'œdème. Les études microbiologiques à l'état actuel ne semblent pas vraiment apporter de réponse quant à la cause du noma. Il y a par contre deux études relativement récentes qui s'appuient toutes les deux sur un design de type cas témoin, c'est-à-dire qu'on a comparé des cas de noma avec des enfants du même âge, mais qui n'avaient pas le noma, du même âge et des mêmes régions. Et ces deux études nous montrent que les facteurs du noma, les facteurs de risque du noma, sont vraiment des facteurs qui sont liés aux conditions de vie de ces enfants. Et ce sont donc plus des facteurs sociaux que des facteurs microbiologiques. Ces facteurs étaient déjà connus depuis longtemps, mais ces études ont pu les démontrer de manière significative. Et ce sont essentiellement la malnutrition chronique, les familles nombreuses avec des grossesses fréquentes et rapprochées, des maladies intercurrentes telles que la malaria ou la rougeole, et finalement une mauvaise hygiène buccale qui va faciliter la survenue de la gingivite. En fait, tous ces facteurs peuvent être compris en un seul mot, qui est celui de pauvreté. Et c'est en effet dans des conditions de pauvreté extrême que vivent les enfants frappés par le noma. Comme me l'a dit il y a quelques années Klaas Mark, qui va vous parler un peu plus tard dans la journée, eh bien, le noma n'a pas disparu de l'Occident suite à la découverte des antibiotiques, mais il a disparu lorsque même les plus pauvres avaient suffisamment pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous ces facteurs de risque que nous avons vus peuvent être insérés sur cette spirale qui représente en fait le cercle vicieux du noma. Cette spirale débute en son milieu par des grossesses fréquentes et rapprochées des mamans qui sont elles-mêmes sous-nourries, avec par conséquence le développement d'une malnutrition in utero de l'enfant à naître. Cet enfant va présenter un retard de croissance in utero et lorsqu'il naîtra, il aura un bas poids de naissance et un système immunitaire pas tout à fait compétent.
Par la suite, en raison de traditions locales, l'enfant ne va pas bénéficier d'un allaitement exclusif, mais il recevra une alimentation en partie inappropriée à son système digestif, ce qui va faciliter la survenue d'infections digestives récurrentes et qui va aggraver l'état de malnutrition que l'enfant présentait déjà depuis avant même sa naissance. On va donc vers l'âge de 2-3 ans, l'âge à risque pour le NOMA, se trouver avec un enfant extrêmement mal nourri, qui affaiblit et qui va rencontrer les premières maladies de l'enfance ou sa première crise de malaria, et ce sera donc la porte grande ouverte à la survenue du NOMA. Et je conclurai par quelque chose qui est d'habitude la manière de commencer une présentation sur une maladie, et c'est l'épidémiologie. En effet, d'habitude, on commence par dire, voilà, cette maladie frappe tant de personnes par année, c'est-à-dire l'incidence de la maladie. Ou alors, on va dire, cette maladie est présente dans le monde chez tant de personnes, c'est-à-dire la prévalence. Ou alors, on voudra présenter dans quelle région du monde cette maladie est plus ou moins fréquente. Eh bien, pour le NOMA, j'ai expressément gardé cela pour la fin, parce que ça reste encore une grande question ouverte. Je vous montre ici quelques chiffres. La prévalence, par exemple, par l'OMS, qui dit qu'il y a dans le monde environ 700 000 survivants de NOMA. Et toujours l'OMS qui nous dit que l'incidence du NOMA serait de 140 000 cas par année. Il y a d'autres études qui, par contre, mentionnent une incidence qui varie entre 30 et 40 000 cas par année dans le monde. Vous voyez que ces chiffres sont extrêmement... La fourchette est très large. Ces chiffres sont en fait des extrapolations qui se basent sur un taux de consultation et ensuite on multiplie ça pour la population globale à risque. Et pour ce qui est des pays, c'est vrai qu'on dit toujours que le NOMA est une maladie africaine, alors qu'en fait, comme vous le verrez plus tard avec le docteur Leila Srour, le NOMA est présent également en Asie ou en Amérique latine. Il est pour moi invraisemblable que la dimension globale d'une maladie qui est si ancienne, si mortelle et si mutilante ne soit toujours pas connue. Et j'ajouterai que ce ne sont pas seulement l'incidence, la prévalence et la distribution du NOMA qui sont méconnus, mais ce sont également ses coûts économiques et sociaux et surtout son poids en souffrance humaine. Quand je parle de souffrance humaine, j'entends la mortalité, l'handicap, la mutilation, la stigmatisation dont souffrent tous ces enfants. Pour cela, je suis heureuse de participer au NOMA Project qui va vous être présenté plus tard dans la journée par Johanna Sismas et qui est un projet qui vise entre autres à combler ces manques de connaissances. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que cette maladie est tellement négligée qu'elle ne figure même pas sur la liste des maladies négligées de l'OMS. Je vous laisserai donc avec cette réflexion et je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Merci.